On vous souhaite la bienvenue à ericlatour.com. Dans quelques instants, on vous parle d'un autre regard pour mieux comprendre l'autisme. Mais d'abord, la pédiatrie sociale lance maintenant son unité mobile. Ça s'appelle l'Étoile mobile. C'est un projet dont on avait entendu parler entre les branches dans les dernières semaines, dans les derniers mois. Voilà, maintenant c'est fait, c'est lancé, c'est officiel. L'Étoile Pédiatrie sociale en communauté du Haut-Richelieu lance son étoile mobile pour desservir la région, le territoire de la MRC du Haut-Richelieu et non pas seulement que le secteur du Vieux-Saint-Jean. Avec nous pour en parler, le directeur général de l'Étoile, Éric Christensen. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. L'idée a commencé quand à germer dans la tête des administrateurs et des dirigeants de l'Étoile? En fait, depuis 10 ans qu'on est dans le Vieux-Saint-Jean et de travailler avec la commission scolaire et avec le C3S, on s'est rendu compte que les demandes qu'on a de familles qui sont dans des situations vulnérables, c'est pas propre au Vieux-Saint-Jean. Et c'est pas le code postal ou une municipalité qui fait que des enfants n'ont pas les mêmes besoins qu'ils peuvent avoir au centre-ville. Donc, avec notre expertise, puis avec notre équipe et avec notre ressource, on se disait toujours... Un jour, il faudrait être capable d'aller répondre à ce besoin-là. Ça fait toujours un peu mal au cœur de refuser une demande de service quand on sait qu'on peut aider, mais qu'évidemment, on ne peut pas avoir des centres de pédiatrie sociale partout dans la MRC. Donc, on a commencé à penser à des solutions. Donc, l'idée d'élargir et de desservir la région, ça faisait son bonhomme de chemin. Mais à quel moment on a eu l'idée de dire pourquoi on ne le ferait pas avec une unité mobile? Bien, c'est justement, si on pense à ouvrir un centre dans chacune des petites municipalités, c'est pas viable, ni pour la communauté de soutenir un centre de pédiatrie sociale, au point de vue des ressources également. Et on s'est basé sur un projet qui existait déjà à Cowansville. Il y a plusieurs années, il y a un médecin qui avait une vieille autobus scolaire qui a transformé en Winnebago, puis qui a passé ça à l'équipe de Main en la main, qui est le centre à Cowansville. Et ils ont fait le tour de Brome-Missisquoi pour aller répondre aux besoins. Mais seulement en été, parce que l'autobus n'était pas isolé, puis il y avait des défis et des obstacles à ça aussi. Donc, nous, on a fait une version 2.0 un peu de ce projet-là. Donc, vous êtes parti de cette idée-là, puis après ça, vous l'avez un peu comme travaillé pour arriver à ce qu'on lance aujourd'hui. Donc, ça fait quand même un certain temps que vous travaillez sur le projet. Et là, dans le fond, l'Étoile mobile va ressembler à quoi? En fait, on est vraiment excités parce que ça fait 1 an qu'on parle au C3S, à la commission scolaire, aux gens qui sont dans le réseau de santé de ce projet-là. On a leur appui, on a leur aide. Et là, bien, on peut vraiment en parler. Le véhicule va ressembler à un autobus, donc un autobus d'une 50aine de pieds. Il va être divisé en 3 sections. Donc, on va avoir une clinique médicale pour pouvoir accueillir les enfants et répondre aux besoins médicaux. Donc, les infirmières et les médecins vont avoir tout l'équipement qu'ils ont besoin pour faire leur examen. On va avoir une partie qui va être ce que nous, on appelle un milieu de vie, donc où ce que les psychoéducateurs, les travailleurs sociaux, les éducatrices spécialisées vont pouvoir rencontrer les familles, rencontrer les enfants. Et on va avoir un milieu aussi qui va être un peu un milieu qu'on va pouvoir, avec des murs rétractables, agrandir. Donc, si on veut que la clinique soit plus grande, on va pouvoir aménager selon nos besoins. Et ce véhicule-là va se promener partout et on va aller là où les besoins sont. Donc, on a identifié 4 zones à travers les MRC qu'on veut visiter dans la première année, donc à partir de janvier 2020. Donc, à partir de janvier qui s'en vient, donc 4 secteurs, secteur Lacolle, secteur Iberville, secteur Saint-Blaise, secteur Clarenceville. Donc, ces 4 zones-là seront visitées au cours de la première année d'opération? Oui, en fait, présentement, on est en projet pilote à Lacolle. Donc, même si on n'a pas le véhicule encore, ça prend du temps à concevoir. Le maire de Lacolle nous a passé un local dans le centre communautaire. On est là, ça fait 2 mois qu'on passe là. On rencontre les familles, on tisse des liens avec les organismes communautaires. On regarde c'est quoi les défis qui nous attendent, parce que la clientèle a des besoins similaires à nous. Mais la clientèle n'est pas pareille que la clientèle nécessairement du Vieux-Saint-Jean. C'est-à-dire? Bien, la mobilité, c'est un gros problème. On a des rendez-vous qui sont annulés parce que soit qu'ils n'ont pas de voiture, soit qu'ils n'ont pas les moyens de mettre l'essence dans la voiture. Il y a toutes sortes de défis qu'on n'aurait pas pu nécessairement deviner. Donc, en étant là, on voit un peu comment ça va se passer quand on va arriver avec le véhicule. Évidemment, quand on a un véhicule, il est mobile. Donc, les cancellations peuvent peut-être se régler d'une façon un peu plus facile à ce moment-là. Bon.
Parce que généralement, ici, dans le centre-ville, vous desservez annuellement environ quoi? 350 enfants, à peu près? Bien, on est à 275 présentement. Notre objectif, on va être à 300 d'ici quelques mois. Et l'objectif, en fait, du projet mobile, c'est d'aller chercher un autre 200 enfants à travers la MRC. Donc, nous, on juge qu'avec les ressources qu'on a, avec l'équipe qu'on a, 500 enfants, donc 300 ici dans le Vieux-Saint-Jean et 200 dans la MRC, c'est à peu près ce qu'on peut soutenir pour l'instant. Est-ce que vous devez ajouter des ressources? Oui, il y a des ressources qui sont impliquées dans ce projet-là. On a déjà engagé une travailleuse sociale de plus. On a une infirmière qui est maintenant à temps plein. Il y a 2 ou 3 ressources qui vont se rajouter d'ici janvier 2020 aussi, mais toutes dans l'objectif de vraiment avoir l'équipe là pour répondre. Parce qu'on ne veut pas non plus fragiliser qu'est-ce qui existe déjà à l'Étoile sur la rue Saint-Jacques. Donc, on ne peut pas demander à nos intervenants de faire 2 mandats en même temps. Donc, on va avoir une équipe qui va être une équipe mobile, qui va être sur rotation, donc pas toujours la même équipe qui va être à Clarenceville qu'à la Colle, etc. Et tout le monde va avoir la chance de vivre cette expérience-là de l'Étoile mobile. Bon, comment on arrive à financer un tel projet? Parce que, bon, il y a l'autobus en tant que tel, oui. Il y a les ressources additionnelles, forcément, il y a l'essence, il y a des frais fixes. Oui. Bref, comment on arrive à financer le projet? Mais la première chose, c'est quand le CA de l'Étoile a décidé qu'on allait devant avec ce projet-là, nous, on a investi de l'argent. On avait une santé financière qui était bonne avec les événements et toutes les choses qui se passent à l'Étoile. On a investi un bon montant, mais c'était clair que les premières personnes qu'on devait aller voir, c'était les maires, les mairesses des municipalités dans lesquelles on va œuvrer. Donc, on a fait une présentation à la MRC. Ça a été très bien accueilli. On était très, très chanceux. Ils étaient très ouverts à voir ces services-là dans leur municipalité. Et en fait, la MRC nous a accordé 60 du coût du projet pour les 3 premières années. Donc, la première année, évidemment, comme vous avez dit, c'est l'achat du véhicule, mais c'est aussi l'embauche de ressources. Donc, la première année était quand même quelque chose. Et donc, les 3 premières années, 60 de ce budget-là a été accordé par la MRC. On a également un partenaire extraordinaire avec Desjardins. On a appliqué pour le fonds d'1 million de M. Cormier et on a un 125 000 sur 5 ans de Desjardins aussi. Donc, ces 2 unités-là, c'est vraiment le moteur, sans jeu de mots, là, de notre projet. Et là, lundi, ce qu'on a fait, c'est qu'on est allé en campagne majeure parce qu'on croit que c'est un projet de communauté et on pense que tout le monde peut participer à ce projet-là et nous aider à répondre aux besoins des enfants. Donc, on met en place un plan ou un programme de commandite? Oui. On a le plan est sur 5 ans pour l'instant. Je peux vous dire que avec les financements qu'on a à date, on a la moitié de notre plan d'affaires déjà amassé. Donc, on se présente à la population, pas en disant qu'on compte sur vous sinon le projet ne fonctionne pas, mais en disant on veut que vous participez aussi à ce projet-là. Et donc, évidemment, il y a un plan de visibilité. Il y a la possibilité d'avoir la visibilité sur le véhicule, qui est quand même un grand véhicule qui va attirer l'attention parce que ce ne sera pas comme un autobus scolaire. On va la mettre aux couleurs de l'Étoile et avec l'esprit de l'Étoile aussi. Bon, ça reste quand même, je comprends l'inspiration du docteur de Cowansville à l'époque, mais ça reste quand même quelque chose d'assez unique parce qu'en lien avec les centres de pédiatrie qui ont poussé un peu partout au Québec là, depuis une dizaine d'années, ça reste quand même assez particulier. Là. En fait, on peut dire que c'est une première parce qu'on s'est inspiré sur un projet qui existe déjà, mais de construire un véhicule qui va aller entre 200 et 250 000 le construire pour que ça soit vraiment une clinique médicale avec tout ce qui implique là-dedans, des panneaux solaires, essayer d'être un véhicule le plus vert possible. On a la chance de commencer à zéro puis de le mettre à notre main à nous. Fait que oui, c'est un projet unique. C'est un projet unique au Québec. Mais je vous dis que j'ai des collègues, par contre, dans d'autres centres de pédiatrie sociale qui nous regardent très, très près parce que, évidemment, mon collègue qui est en Gaspésie, à Cap-Chat, qui est un territoire de Rivière-du-Loup jusqu'à Percé, ça peut être quelque chose de très intéressant pour eux aussi. Qu'est-ce qu'il vous reste à faire entre le mois d'avril et la mise sur pied là, de l'autobus en janvier? Bien, on continue notre projet pilote à la Colle. Donc, on continue d'accueillir des familles, de rencontrer des familles, de construire ce lien de confiance-là qu'on a besoin à chaque fois qu'on rentre dans une communauté. On continue à travailler avec les réseaux de santé publique. Bien sûr, on est en train de finaliser quelle compagnie d'autobus qu'on va prendre. Après ça, il y a toute l'architecture à l'intérieur du véhicule qui est très important, qui va se passer au courant de l'été. Et puis, les ressources sont déjà engagées, donc il nous reste à homologuer le véhicule de la SAC pour pouvoir avoir un permis régulier et on est en route. Comment on arrive à mesurer l'impact
de ce que fait l'Étoile dans une communauté. Si on dit ici, dans le Vieux-Saint-Jean, on aide tout près de 300 enfants. Là, on pense en aider environ 200 sur le territoire élargi de la MRC du Haut-Richelieu. Si on les prend, ces 200-là, dans la MRC, actuellement, bien, ils ont probablement peut-être un médecin de famille, peut-être un pédiatre, mais qui ne voit peut-être pas nécessairement sur une grande fréquence, tout dépendamment des pathologies. Bref, avec les services qu'on offre du côté de l'Étoile, en quoi on va aider ces enfants-là? C'est une bonne question parce qu'on travaille présentement sur ça. Après 10 ans, on a voulu se donner des indicateurs de performance, justement. C'est sûr qu'on est dans un milieu où ce n'est pas noir sur blanc et il y a des enfants qui vont commencer là, qu'on va amener là, mais il y a des enfants qu'on va commencer là, qu'on va amener là. Je pense que tous nos enfants vivent des stress toxiques quelconques. Il y a plusieurs raisons. En fait, il y a 12 raisons pour les stress toxiques. Notre idée, c'est les enfants vont toujours vivre un certain montant de stress toxique, mais c'est de les diminuer. C'est d'essayer pour que ces enfants-là puissent rêver, puissent croire à un avenir, puissent régler les taux de cortisol, de diminuer le stress toxique et de vivre la scolarité, vivre leur vie de famille et vivre la vie dans une façon un peu plus légère et un peu plus agréable. Parce que, qu'on le veuille ou non, quand on habite dans un milieu défavorisé, c'est un peu la nature pour laquelle l'Étoile est dans le Vieux-Saint-Jean, mais aussi dans des régions comme Clarenceville, Lacolle et compagnie. On connaît il y a là aussi des poches de pauvreté importantes et forcément, les enfants finissent par en souffrir un peu, moyennement, moins que d'autres, mais il y a des impacts. Oui, mais c'est aussi donner des outils aux parents aussi. C'est vraiment, on s'en va dans des communautés où des organismes existent déjà, les CAB existent, les centres d'action bénévole existent. Et donc, on vient porter main forte à ces gens-là. On ne s'en va pas remplacer ce qui existe déjà, mais on s'en vient renforcer et travailler ensemble avec eux pour donner un peu plus de ressources et de partager aussi nos ressources. À l'Étoile, on a la chance d'avoir des zoothérapeutes, des musicothérapeutes. Ces gens-là vont être dans le véhicule avec nous. Ils vont voyager avec nous. On va organiser des activités avec eux. On va tisser des liens avec la communauté sans être, je ne veux pas dire menaçant, mais sans penser qu'on s'en va là pour sauver le monde. On s'en va là pour aider les organismes qui font déjà un travail extraordinaire, mais écoute, les demandes sont incroyables. Alors, lancement de l'Étoile mobile. Éric Christensen, merci beaucoup, bonne chance. Et merci à toi. Restez avec nous, puisqu'au retour, on vous parle du mois d'avril, le mois de l'autisme, donc l'autisme sous un autre regard. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à la Justice entre nous. Mon nom est Sylvain. Salut, ici Alexandre Baudouin. Et François Trépanier. François, cette semaine à Sport Express, on parle de hockey féminin. Oui, avec Karel Aymar, la représentante des joueuses des Canadiennes de Montréal, savoir qu'est-ce qui se passe avec cette ligue-là. J'espère que ça va se régler parce que c'est tellement du bon hockey. Manquez pas ça. Dimanche, 9h30, Télé Bingo, on vous attend. Le mois d'avril, c'est le mois de l'autisme, c'est le mois où on est en bleu. Un autre regard aussi pour mieux comprendre ce qu'est l'autisme. C'est la 5e édition ici dans la région. On vous présente nos deux invités. D'abord, Annie Ducharme. Bonsoir. Bonsoir. Accompagnée d'Annie-Claude Paré. Bonsoir et bienvenue. Bon, 5e édition d'un autre regard. Pour rappeler peut-être aux gens qui l'avaient oublié, qu'est-ce que c'est au juste? En fait, il y a 5 ans, on a débuté. Moi, je travaille avec des jeunes qui ont un trouble du spectre de l'autisme. Puis, d'année en année, je trouvais que je me disais tout le temps, on a un besoin de sensibiliser la population, mais surtout les différents milieux à l'autisme, parce que de plus en plus, on a des jeunes qui sont diagnostiqués. Et puis, c'est certain que dans notre milieu de travail, autour de nous, on va avoir à travailler. On peut avoir des confrères, des consoeurs qui ont un trouble du spectre de l'autisme.
Et ils fonctionnent différemment de nous. Donc, c'est important de connaître cette différence-là, puis de sensibiliser la population. Donc, pour ça, moi, je me suis dit, bon, j'ai été beaucoup dans le milieu culturel tout le temps. Donc, j'ai joint le milieu culturel et j'ai parlé avec des enseignants, voir s'ils avaient envie de faire un projet avec ces élèves-là et d'exposer leurs œuvres. Donc, c'est parti comme ça au Centre d'art de Sabrevois à l'époque, lorsque j'étais présidente du Centre d'art. Et d'année en année, il y a eu des gens qui se sont joints à l'événement Un autre regard. Et il y a 2 ans, il y a une artiste peintre qui est aussi, c'est Josefina Maranzano, elle était venue ici en entrevue, qui avait offert de créer une exposition en même temps que celle des élèves pour amasser des fonds. Puis là, on s'est dit, oui, on pourrait faire des projets culturels dans les écoles, des projets d'art ou culturels pour les écoles, pour les classes TSA. Puis c'est commencé comme ça. La première année, Josefina s'est jointe au mouvement. Ensuite, il y a d'autres partenaires qui se sont joints aussi au mouvement pour ramasser des fonds. Et puis cette année, mais c'est la première année qu'on a pu verser des montants dans les écoles pour des projets d'art ou des projets culturels pour les élèves qui ont un trouble du spectre de l'autisme, mais aussi pour les autres élèves, parce qu'il faut sensibiliser les milieux. Et puis, ça commence avec les jeunes dans les écoles. Souvent, les élèves du régulier fréquentent dans les écoles les élèves TSA, mais il faut créer des événements pour qu'ils puissent travailler ensemble puis qu'ils soient sensibilisés. Donc, cette année aussi, il n'y a pas d'exposition d'élèves parce que c'était dans les écoles même qu'il y avait des projets. Et il va y avoir d'autres projets et d'autres événements là, tout au long du mois d'avril. Bon. L'implication dans le monde scolaire ou même l'autre regard qu'on peut avoir, parce que les mentalités changent aussi à partir des prochaines générations, celles qui sont avec vous à l'école. Est-ce que vous le sentez? Est-ce que vous le voyez, ça, ce changement de regard à l'égard des jeunes qui... Bien, c'est de plus en plus connu. Donc, les jeunes sont ouverts à ça. Il y en a d'intégrés dans les classes, donc tout le monde en connaît un. Puis, ils sont à l'aise avec ça de plus en plus. Bon. Et comment on amène les élèves à participer à un projet comme celui-ci? Moi, mes élèves dans ma classe à moi, TED ou en déficience, je les ai tout simplement invités le matin à venir faire un projet X à ce niveau-là. Puis j'ai fait cette année des projets dans l'école, dans les fenêtres de l'école. Puis il y avait d'autres élèves du régulier là, qui venaient faire leur tour, voir qu'est-ce qui se passait. Okay. Donc là, on s'aidait, on tenait les pinceaux, on mettait du bleu avec nous. C'était intéressant. Et le projet, c'était quoi? Je voulais qu'on ait un regard sur le mois de l'autisme. Donc le grand portique de l'école est tout bleu. Puis, on a mis les fenêtres principales de la porte d'entrée des élèves en bas pour que tout de suite, quand ils rentrent dans l'école, OK, il y a quelque chose qui se passe, tout est en bleu. Donc, c'est ça qui s'est passé, c'est abstrait. Est-ce que les jeunes de l'école font le lien entre le bleu et le mois de l'autisme? Ils n'ont pas trop le choix parce que je leur en ai parlé beaucoup. Okay. Puis les enseignants de l'école aussi ont été super ouverts à en parler. Donc, le premier matin du mois d'avril, on a quand même commencé à en parler. Puis le lendemain, ça a commencé. On a invité les jeunes à mettre le polo de l'école qui est bleu pour le 2 avril pour commencer. Puis on avait fait des petites épinglettes avec les élèves en DIM-GDIS, les plus vieux. On fait ça. Je m'excuse. Puis tous les élèves de l'école en ont une. Donc on en avait 500. Donc les élèves de l'école l'ont porté tout le mois d'avril. En tout cas, on espère qu'ils vont continuer de le porter tout le mois d'avril. Comme éclairé en bleu tout le mois d'avril. Oui, c'est ça, mais aussi ce qui me fascine, on regarde ça même dans les trucs un peu plus populaires, parce qu'évidemment, la télé est parfois aussi un peu éducative, mais je regarde encore, tout récemment, là, il y a une télésérie qui s'appelle Le Bon Docteur. Bon, qui met en vedette un type, évidemment, un autiste de haut niveau, mais quand même où on le voit s'intégrer aux autres, où il apprend des comportements. Ou encore plus récemment, à la télé québécoise, un participant à La Voix, qui était autiste, ou même Charles Lafortune, qui en a profité pour parler du sien, mais évidemment qui vit une autre forme d'autisme. Donc, mais ce que j'entendais beaucoup parler ces temps-ci, c'est qu'il faut arrêter de dire qu'une personne est atteinte d'autisme, juste dire qu'elle est juste différente. Exactement. Mais le vocabulaire change, le langage change. Oui, ça commence à changer. Je pense que plus on va en parler, plus les gens vont réaliser, premièrement, que c'est une différence, mais la différence, elle est vraiment... au niveau, comment les personnes autistes vont fonctionner va être différent de la nôtre. Donc, mais les gens commencent à comprendre ça. Parce que moi, je me rappelle,
il y a 20 ans, dans un métro de Montréal, j'ai été en interaction avec quelqu'un, puis je savais pas trop, tu le sais pas trop, puis tout ça. Les gens avaient peur. Aujourd'hui, les gens ont plus peur tu sais, ils en entendent parler. Puis même, ça intéresse de plus en plus les gens parce qu'on le sait. Moi, ça a changé ma vie, les personnes autistes. Dans ma vie, ça a été un grand changement. Juste la façon qu'ils peuvent percevoir ou peuvent comprendre une situation te met à réfléchir. Tu réfléchis, tu dis, bon, OK, c'est une autre façon de voir, puis c'est super intéressant. Et de plus en plus de gens ça devient comme, c'est ça, pour plusieurs personnes, ils s'intéressent à ça. Tu sais, on peut avoir des grandes discussions longtemps. Tu as dit qu'avant, c'était plus comme, on n'en parle pas trop, tu sais. Ouais. Mais de toute façon, on n'aura pas le choix parce qu'on le sait que de plus en plus de gens ont des diagnostics, puis on va côtoyer de plus en plus de personnes. Ouais. Ouais. Mais même, j'ouvre une parenthèse, mais même dans le cas des gens qui ont un déficit de l'attention, encore là, tout récemment, on disait, la personne est atteinte d'un TDAH. Oui, oui. Et aujourd'hui, on ne dit plus, bien, il n'est pas atteint. Il est juste C'est une comme différence. ça. C'est une différence. On a tous des différences. Il y en a qui sont plus frappantes que d'autres. Donc, oui. Il faut accepter en 2019 la différence. Hein? C'est très... Et d'ailleurs, un autre regard s'est donné comme objectif dans les prochaines années de faire un projet pour chaque année. Il va y avoir ce projet-là. Ça fait partie d'un objectif que je me suis donné avec un enseignant qui est Éric Bélair, qui est là depuis le début. Hein, depuis 2015, Éric participe toujours à l'événement Un autre regard. Puis cette année, je lui ai fait une demande. J'ai dit, écoute, j'aimerais ça faire un banc qui pourrait être installé dans les écoles, pas juste pour les élèves TSA, parce que pour tout le monde, un banc qui serait différent, qui aurait l'air d'un banc de parc. Et qui se nommerait le banc de la bienveillance. Donc, on a vu ça, c'est pas moi qui ai inventé ça, il y a eu le banc de l'amitié, tout ça. Par contre, le banc de la bienveillance serait un banc que lorsqu'une personne se sent seule ou a un besoin de parler, va s'asseoir sur le banc et quand une autre personne voit qu'il y a une personne qui est assise sur ce banc-là, elle est prête à écouter, sans jugement. Et ça commence comme ça. La bienveillance, c'est d'accepter. Moi, j'aime ça. Ça rime avec différence en plus. Donc, et le projet, je l'ai présenté à la commission scolaire, puis ils étaient très contents parce que ça va aussi dans le sens de ce qu'on veut faire à la commission scolaire des Hautes-Rivières, d'avoir plus que la bienveillance fasse partie là, de l'environnement. Donc, ce banc-là est prêt. Il reste juste à savoir quelle école va la recevoir, mais à chaque année... Moi, je suis d'accord. Ben alors, ils seront ouverts. Mais ça devrait être bien utilisé dans les écoles. Donc, l'école qui va avoir le banc sera prête à utiliser ce banc-là de cette façon-là. Ouais. Donc, parce que moi, je travaille beaucoup avec des jeunes TSA, puis souvent, quand je les rencontre en seul, ils me disent j'ai pas d'amis ou il m'est arrivé quelque chose aujourd'hui, puis j'avais pas personne pour en parler, puis c'est là est venue l'idée du banc. Sentez-vous à l'école que les ponts se font plus facilement maintenant entre les élèves du régulier ou ceux qui sont dans les classes TSA? Le pont dans le sens où... une communication entre les jeunes, une intégration, un regard... Oui, parce qu'ils connaissent un peu plus ça, ils sont moins gênés d'aller les voir, on s'intègre bien, puis oui, les ponts se font mieux qu'avant, probablement. Oui. Et les jeunes de vos classes, est-ce qu'eux-mêmes sentent qu'ils ont un meilleur accueil ou une meilleure compréhension de la part de leurs collègues, de leurs pairs? Certains, oui. Moi, mes élèves, il y a une particularité, ils ont aussi une petite déficience avec ça, donc ils ne la voient pas nécessairement tout le temps, cet écart-là. Donc, ceux qui le voient, je pense qu'ils sont rendus tellement à l'aise que c'est plus tant là, cet écart-là. Là. Donc, ils vont vers les autres les accueillent, on les trouve... amusants, on les laisse s'asseoir avec eux, ils leur parlent gentiment. Ouais. Parlez-nous de la toile que vous nous avez amenée. Oui. En fait, comme je disais tantôt, il y a eu plusieurs partenaires là, dans les dernières années, dont M. Jean Guillet, qui pendant un an, il a fait la vente des roses éternelles bleues. Puis l'an dernier, on a fait le brunch de la fête des pères à l'Auberge nationale aussi, qui va se refaire encore cette année. Et Jean a fait une œuvre qui s'appelle L'éléphant bleu, spécifiquement pour le mois de l'autisme. Elle est signée Jean Guillet et Roger Alexandre.
Donc, c'est une œuvre qu'ils ont décidé de faire ensemble pour le mois de l'autisme. Et cette œuvre-là sera présentée lors du brunch de la Fête des Pères. Donc, il va y avoir un encan silencieux. Et évidemment, tous les fonds vont aller là encore pour les projets culturels ou artistiques des élèves. Donc, j'étais très contente quand Jean m'a dit qu'il avait fait cette œuvre-là pour le mois de l'autisme. C'est une belle œuvre. J'espère que Là, on va la présenter, je pense que ça va passer, là, ça va être diffusé. Mais les gens pourront venir la voir là, la journée de la Fête des Pères, là, le 16 juin. Donc, beaucoup d'activités à venir. Oui, il y a entre autres, il y a le brunch de la Fête des Pères, il va y avoir aussi un événement pour remettre les chèques là, cette année. Il va y avoir un autre événement pour dévoiler le banc. Et aussi, tu sais que moi, j'ai beaucoup de passion dans la vie, l'autisme, les arts, la culture et le jazz. Et le jazz. Donc, pendant plusieurs années, je me suis occupée beaucoup du jazz à Saint-Jean, puis je trouvais ça le fun de pouvoir en parler avec Pierre Armand. Là, en fait, le dernier spectacle de jazz au Cabaret Théâtre. Qui est le 26 avril. Qui est le 26 avril. C'est un hommage à Earth, Wind and Fire. Je suis sûre que ça va être super bon. Alors, Pierre Armand, j'ai parlé de ça. J'ai dit, ça serait le fun si on faisait de quoi pour l'autisme, pour clore le mois. On va appeler les gens à s'habiller en bleu ce soir-là, l'éclairage en bleu et les musiciens en bleu. Donc, pour faire... Et c'est la preuve qu'à force d'en parler, on Puis d'éclairer en bleu, hein. De plus, moi, j'en ai parlé beaucoup les dernières années. Je me suis dit, bon, les gens ont leur pancarte. Beaucoup de gens m'ont écrit, Annie, on a éclairé notre maison en bleu, tout ça. Et d'en parler ça avec... contribue, dans le fond, à combattre un peu les mythes. Oui, puis en tout cas, j'invite aussi les gens à venir voir notre page Facebook parce que les gens vont pouvoir voir ce qui s'est fait dans les écoles avec les sous qu'on a remis. Puis, c'est ça, de voir tout ce qui va se faire là, dans les prochaines semaines. À vous deux, merci beaucoup. Merci beaucoup. Restez avec nous. Au retour, on vous présente le Babillard quotidien. La Fondation Santé lance sa Loto-Santé au profit cette année d'achat de supports ventilatoires pour les nouveau-nés. Donc, vous allez probablement être sollicité dans les prochains jours pour acheter les petits biens en question. Tirage un peu plus tard, évidemment, dans les prochaines semaines. Prochain rendez-vous pour nous, c'est demain. Bye-bye.